La musique, c'est très intéressant parce que c'est le premier domaine qui a été disrupté. Je déteste ce mot-là, mais c'est vrai que la première collision business digital, c'est vraiment passé dans le monde de la musique, selon moi, parce que le monde de la musique est une industrie qui traditionnellement a notamment des clients très très jeunes. Et j'ai toujours été hyper intéressé à me dire, tiens, si on pouvait se retourner un peu sur ces 20 ans qu'on vient de vivre et voir par exemple ce qu'on imaginait il y a 20 ans, est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que vraiment c'est une disruption ou pas et quels sont les… J'ai toujours trouvé les parallèles assez fascinants, on va les faire avec le monde du business. Et l'autre industrie qui me tient beaucoup à cœur, je dis industrie, le mot n'est pas très beau, À mais… cœur et à l'estomac. Et comme on le voit, c'est l'industrie de la gastronomie. Et aussi, c'est très intéressant parce que l'industrie de la gastronomie a quand même, est un peu l'opposé de ce qui pose problème dans le monde de l'innovation en entreprise. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est très éclaté, très local. Et en fait, on y retrouve aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de changements. On prend les tendances assez vite, enfin, en tout cas dans les endroits assez développés, comme partout sauf la Suisse romande. À peu près. Hein. Là encore, on rentre de Zurich, avec Amy, on se disait, mais c'est hallucinant, ils sont plus avancés là-bas, il y a des endroits vraiment géniaux. Enfin, bref. Et donc, moi qui suis très impliqué dans le monde des entreprises, à qui on pose toujours un peu ces questions autour de l'innovation, j'ai toujours été assez fasciné par le fait qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de parallèles. Et c'est l'objectif un peu de la discussion de ce soir, c'est de montrer que des choses qu'on pense… voilà, être issus du monde du business, en fait, on les a déjà vus dans ces industries-là. Alessandra Roversi, qu'on connaît parce qu'on s'était inscrit aux activités de Slow Food. À l'époque, tu étais très active dans Slow Food. Et Alessandra, qui travaille qui bossait avant la ville de Mérin. Et Vernier. De Vernier, c'est pareil, c'est là-bas. Et donc, Alex bosse avec énormément de projets autour de la gastronomie, donc genre le pavillon suisse à l'Expo Universelle. Et elle a fait une thèse sur la gastrodiplomatie. Et puis Hélène Ichters, moi on se connaît depuis assez longtemps aussi, que vous connaissez parce que si vous écoutez Couleur 3, vous connaissez Hélène, d'autant plus maintenant qu'elle a repris donc la tranche du matin, le Pony Express. Hélène, on va commencer. Allez, on va se tutoyer. On va commencer par toi, Hélène. Avec plaisir. Je peux pas. Moi, je me rappelle en 2006 à Lift, on avait une présentation de Corée Doctorow qui nous avait raconté l'histoire de l'industrie de la musique. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'on a vécu aujourd'hui la résistance des artistes par rapport au téléchargement. Et on prend comme une norme la musique enregistrée. Mais en fait, si on rembobine un peu l'histoire, au début, par exemple, la musique enregistrée n'était pas du tout un état de fait. Et c'est quelque chose qui a justement créé beaucoup de problèmes pour les musiciens. L'enregistrement, il vient en fait complètement perturber une industrie qui est basée sur la partition. Il y avait toute une histoire aussi, la veuve de Mozart, non, qui avait vendu des partitions. Alors la veuve de Mozart, elle avait fait fortune après, effectivement, la mort de Mozart, en vendant les partitions de Mozart. En fait, c'était voilà, un des premiers. La partition avait été perçue comme une perte de pouvoir des musiciens parce que d'un seul coup, justement, n'importe qui pouvait jouer leur musique. Ça. Oui, alors n'importe qui peut jouer la musique, alors que bon, les musiciens, il faut savoir qu'ils se pompent parmi de manière magnifique, y compris dans le classique, sauf que c'est pris pour un hommage à l'époque, hein, effectivement. Puis on retrouve aujourd'hui avec les DJ où c'est presque un hommage d'être samplé. Alors aujourd'hui, c'est un hommage d'être samplé. Il y a une certaine époque, c'était pas du tout un hommage d'être samplé. C'était au contraire, surtout si on vendait beaucoup de disques et qu'on n'était pas cité comme artiste, ben, c'était assez problématique. Des fois, c'était les labels carrément en fait qui oubliaient de mentionner les artistes samplés alors que c'était leur rôle. Mais pour en revenir juste à la musique enregistrée, à un moment donné, le disque arrive, les gens paniquent en fait parce que tout à coup, il n'y a plus cette histoire de partition en fait. Les gens achètent le disque, disent mais quoi, c'est pas possible. Les musiciens vont se retrouver à la rue. L'artiste devient la personne la plus importante et plus la chanson, donc ça c'est complètement incroyable. Il y a une perte d'argent massive et puis surtout en fait il y a l'arrivée de cette espèce de support qui devient disque qui va mettre quand même plusieurs décennies à s'installer. L'artiste devient intéressant parce que l'artiste est figé c'est sa voix, sur un persona et on s'en fout finalement voilà. de ce qu'il chante. Oui, au fond. Exactement. Mais parce que la partition, en fait, comme n'importe qui peut la jouer, du coup le centre d'attention c'est la chanson. La chanson. Et dès qu'on enregistre,
Et là, il y a un autre truc qui se passe aussi, c'est que la musique devient figée. C'est-à-dire qu'avant, les artistes ne figeaient pas la musique. Et ça, pour nous, c'est une donnée, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les chansons évoluaient à chaque fois. Ils mettaient le nom de la ville dans laquelle ils étaient, ils parlaient du temps, ils parlaient de l'ambiance du moment. Oui, et ça c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on a le livre, on a le disque, c'est des choses très figées finalement. C'est des choses qui arrêtent la créativité, c'est des choses qui arrêtent l'innovation. Un titre, si vous prenez tous les titres classiques de folk ou les standards de la musique américaine, en fait, c'est des choses qui n'ont jamais cessé d'évoluer. Bob Dylan, c'est quelqu'un qui pourra beaucoup parler à ce propos-là. Les bluesmen, en fait, ils faisaient toujours évoluer. Les paroles pouvaient être différentes. C'est comme la recette en cuisine, si je peux me permettre. C'est exactement ça. Il y a été un gros problème de figer la gastronomie. Voilà. Parce que la recette. Quand, ça bon, avec l'arrivée du livre, mais par exemple, si on prend les premières recettes pour donner un plat très typique de la fondue, c'est fin 18e. On a les premières recettes de fondue rédigées. Et les premières recettes de fondue, elles ont été codifiées. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, si je vous dis qu'il y avait des fondues avec de l'orange, de la truffe, les premières recettes de fondue qu'on lit à Moudon, je sais que tu viens de Moudon, mais c'est Bria Savarin était à Moudon chez des amis et il décrit qu'il a mangé une fondue. Et du coup, ça a figé la recette. Ça fait, oui et non. Puis en même temps, justement, aujourd'hui, on est là, non, la moitié-moitié, c'est comme ça. Donc, et plus ça va, plus on la fige. Alors qu'en fait, elle était déjà complètement... Et la royalty aussi fige la créativité. Du coup, tu dois payer parce que ton plat du gruyère et du vacherin AOP, tu payes à des gens, alors qu'avant, tu mettais ce que tu voulais, des oranges, de la truffe, du champagne, et hop, c'était de la fondue et ça allait très bien. Et des œufs, d'ailleurs, il fallait mettre des œufs. Encore, c'était léger. Mais c'est intéressant, c'est comme s'il y avait une sorte de loi un peu, c'est-à-dire que plus on va répandre quelque chose quelque part, plus on le fige. Et que donc, il y a un peu l'oralité et l'écrit aussi. Ce qu'on a gagné, c'est que c'est aussi un savoir, des recettes qui partent beaucoup plus loin. Et du coup, en faisant ça, quelque part, on les grave dans la pierre. Mais pour revenir à l'industrie de la musique, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que donc, les artistes se sont battus contre cette évolution. Ils ont voulu que ça n'arrive pas, la musique enregistrée, parce qu'ils gagnaient leur vie en faisant du live. Et ensuite, ils se sont battus contre ce qui allait tuer ce contre quoi ils s'étaient battus précédemment, c'est-à-dire quand le digital arrive, on dit « Ah, mais non, vous êtes en train de tuer la musique enregistrée ». C'est toujours pareil. Alors justement, est-ce que tu peux il y a une timeline en fait. Au départ, alors on panique parce que le disque vient remplacer la partition. Après, on panique parce qu'on pense que la radio ou le disque jockey passe les disques va tuer la musique live. Pourquoi ? Finalement. Parce que c'est gratuit. Parce que en fait, tu passes un disque et qu'avant, les gens jouaient en live la musique. En fait, on écoutait la radio comme on regardait la télé avant et comme maintenant, voilà, on a d'autres manières de faire ses loisirs. Et on pense que voilà, les gens vont être au chômage en fait. Et en Angleterre, jusque très tard, il y a des gros syndicats en fait qui ont voulu imposer de la musique live. Ça s'est passé avec même les synthétiseurs dans les studios. En Angleterre, il y a des gens qui ont voulu contingenter le nombre de synthétiseurs dans les studios en disant c'est pas possible. Les gens qui jouent live vont perdre leur travail. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est très contemporain, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Quelqu'un comme Max Martin, qui est donc le producteur suédois qui œuvre aux États-Unis, c'est lui qui a lancé Britney Spears, c'est lui qui produit Taylor Swift, Pink et tous ces nanas. Un journaliste que j'avais interviewé du New Yorker va dans son studio et dit il n'y a aucun instrument véritable dans ce studio, alors que le gars produit, en fait, on va dire quoi, 50% du catalogue d'Universal qui, finalement, lui, a 40% du marché. Voilà. Moi, je trouve ça fascinant parce que là, on a survolé plein de choses dont on n'arrête pas de parler. Donc, le combat homme-machine, finalement, il est vieux comme le monde. Cette peur d'être remplacé par, dans ce cas-là, les synthétiseurs. Le côté, finalement, des gens à qui on met des contraintes qui les contournent, qui arrivent sur la partie émergente de la société, donc ces groupes qui jouent dans les bars et tout, qui deviennent la partie établie. Donc c'est très intéressant parce que les choses nouvelles émergent toujours un peu dans l'ombre. Et puis la résistance à l'innovation, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte en regardant l'histoire de la musique qu'on a résisté aux partitions, on a résisté à l'enregistrement. Quand la radio est arrivée, on a dit on va tous être au chômage parce qu'ils jouent gratuitement les disques qu'on vend, alors que ça a fait exploser les ventes. Ensuite, quand le CD est arrivé, on a dit que ça allait tuer la cassette. Oui. Et ensuite, quand le digital est arrivé, on a dit que ça allait tuer le CD. Et puis maintenant, et en fait, c'est vraiment un éternel recommencement. Et on retrouve vraiment des phénomènes très exemplifiés. Maintenant, tout le monde veut faire du live. Alors ça, est-ce que c'est pas de nouveau une de ces grandes ironies? C'est un des points que j'aimerais faire. Et Alex, on va regarder avec toi, mais
c'est que finalement, on a l'impression que plus on avance et plus on innove, quelque part, régulièrement, l'innovation nous renvoie au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musiciens doivent aller jouer en live devant les gens, ce qui était leur business model il y a 150 ans. Aujourd'hui, dans le monde de la gastronomie, pour venir sur ta planète, on a l'impression qu'on revient pareil à où on en était il y a 150 ans. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est de manger local, c'est de voir la tête du producteur, limite la tête de la vache. Et est-ce qu'il n'y a pas une énorme ironie quelque part qu'on fait l'innovation nous ramène au passé? Alors, bon, je pense qu'il y a toujours un cycle. Après, je pense qu'on n'est pas un retour. Parce que, enfin, moi, mes grands-parents, ils avaient un magasin en vrac. Il y avait du café. Il n'y avait pas du café de Colombie fait par une coopérative de petits producteurs. Il y avait du riz. Il n'y avait pas du riz de producteurs, la famille Rondolino, Acquarello du nord de l'Italie. Disons que cette personnification de la nourriture, en fait, cette nourriture sans visage, sans étiquette, avant les premiers supermarchés, le premier Migros en Suisse en 1952, qui a commencé à mettre des étiquettes, le marketing a commencé à donner un visage. Et dont la révolution, c'était le self-service aussi. Alors, c'est la grande révolution du supermarché, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais avant, on était... Bon, là, le vrac, il y avait quelqu'un à côté de toi, effectivement. Voilà. Mais tu avais une forme Enfin, tu pouvais quand même un petit peu choisir. Mais l'autre chose, c'est que Migros, à l'époque, vous vous rappelez, c'était des trucks. Hein. Ils avaient des trucks qui se baladaient dans les villes, qui allaient amener les produits. Entre nous, soit dit, ils sont en train de repenser est-ce qu'ils vont le remettre en vigueur, parce qu'il y a des déserts alimentaires, il y a des endroits en Suisse où on est loin des supermarchés, et donc ils se disent peut-être qu'on devrait remettre en route certains petits... Lausanne le dimanche, quoi. Non, alors je pense... ça, c'est fermé pour... Il n'y a pas beaucoup de musique non plus, je ne sais pas. Mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on retourne en arrière, mais finalement, le fait de mettre un visage sur le producteur, c'est aussi un apprentissage de l'industrie. C'est une sorte de paradis perdu, quoi, en fait. Mais ce paradis perdu, il est un petit peu idéalisé. Parce qu'en réalité, si vous parlez, et je vous encourage à parler vraiment, sincèrement, et pas justement... C'est sûr que toutes les grands-mamans, elles adorent raconter qu'autrefois c'était mieux. Mais si vous leur demandez, déjà, les gens connaissaient beaucoup moins les processus de transformation alimentaire. Il y avait pas mal de saucisses qui étaient un peu ratées. Les fromages, ils n'étaient pas tous extraordinaires. Enfin, on a un peu cette impression que c'était meilleur, que c'était mieux, que c'était connu. Alors, oui et non. En fait, il y avait quand même... en hygiène, en sécurité alimentaire. Oui, vraiment. Et ce qu'on oubliait, c'est que le pain, par exemple, il mettait de la craie, on mourait beaucoup plus de manger, ce qu'on a oublié. Ce qu'on s'est rappelé en 1986... on est allergique à tout maintenant, on a moins d'anticorps. Non, mais alors, ce qu'on a eu entre 50 premiers supermarchés et 1986, on a eu 30 ans extraordinaires, puis après on a eu la vache folle, où tout d'un coup les gens se sont dit « Ah, mais manger, ça peut être dangereux ». Puis on avait un peu oublié que en fait, ce système qu'on a créé du plus c'est mieux, dans le supermarché, dans l'accessibilité, dans le convenience, tout d'un coup on a perdu le fil. C'est-à-dire que tous ces produits qui circulent, le lait qui vient d'Italie, qui devient yaourt en Allemagne, qui revient en arrière, tout d'un coup, en fait, finalement on n'a plus du tout maîtrisé ce système. Puis la crise de la vache folle en 86, dans le vin, il y a des gens qui sont morts. Hein. Personne ne se rappelle, aujourd'hui on paye des fortunes une bouteille de Barolo. Dans le Barolo, il y a des gens morts parce qu'ils ont coupé au méthanol. En Autriche, pas la cirrhose, c'était le méthanol. Ça dure encore. Hein, Mais du coup, on a oublié que tout d'un coup, il y a eu des années assez problématiques pour le monde de l'alimentaire où tout le monde a commencé à se dire « je pense qu'on a poussé le système trop loin ». Et ça a été le début de ce retour en arrière, qui n'était pas vraiment en arrière, c'est ça que je veux dire. C'est que c'était du en arrière matiné de ces 50 ans quand même qui ont permis d'apprendre quelque chose. Alors ça, est-ce que c'est pas une des grandes règles de l'innovation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, par exemple avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est pousser trop loin une idée, à un moment elle devient trop grosse et elle se retourne contre la société, contre les créateurs. J'ai l'impression qu'on a vécu ça un peu dans la musique, c'est-à-dire à un moment l'industrie de la musique a vraiment trait certains artistes jusqu'à la moelle et du coup ça n'avait plus de sens. Dans la gastronomie aussi, il y a certains concepts qu'on a amenés à un moment où on les a vidés de leur essence. Et dans le business, on passe un peu de notre vie à faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans vos domaines respectifs? S'il y avait une sorte de mur qu'on tape, à un moment, on est trop gros, on essaie d'aller trop loin dans un concept? Clairement, l'industrie du disque, c'est déjà une industrie, en fait, comme toutes les grosses industries des majors, qui est très paresseuse. Donc, je veux dire, elle va exploiter ce qu'elle fait jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit usé. Les modes, un artiste jusqu'au bout du bout. Donc ça, c'est déjà... Ça, on voit ça dans le business tout le temps. Ah oui, on voit ça. Je veux dire, plus on est gros, c'est évident, plus on est gros, plus on a de frais.
Chez les artistes, c'est d'énormes frais de représentation, de promo, de choses comme ça. C'est-à-dire que voilà, on va se ruiner dans des frais promotionnels, des tournées hallucinantes, à l'époque des clips vidéo. Aujourd'hui, plus personne n'a l'argent pour faire des clips vidéo. Enfin, je veux dire, on en fait quelques-uns, mais on est super content quand il y a des lyrics vidéo en fait, qui parfois ont beaucoup plus de vues sur YouTube que les clips faits par des réalisateurs. Un gars comme Beck, il a fait son clip l'année dernière, genre... je sais pas, 3-4 mois après avoir sorti son single. C'est des trucs qui étaient impensables il y a 20 ans, par exemple. Donc oui, les maisons de disques, typiquement... on prend un concept, on va jusqu'au bout et on l'use jusqu'à la corde. Complètement. Ce qui est génial, parce que les gens en ont tellement marre qu'ils font autre chose. Mais là, on retrouve la version au risque qui est typique des grandes entreprises aussi, où on veut faire comme les autres parce qu'il faut se couvrir à l'interne. Politiquement, il ne faut pas prendre de risques. Et puis, en effet, cette idée d'utiliser des produits jusqu'à la moelle. Mais ça, dans la gastronomie, on l'a vu avec le fast-food, par exemple, qui est un truc qui est aujourd'hui hyper fatigué dans sa forme telle qu'elle était il y a 10 ans. Oui, mais moi, alors je pensais là, en l'occurrence, pas au fast-food quand tu as dit ça, moi je pensais à la gastronomie moléculaire, qui, à mon avis, n'est pas arrivée à ce stade-là et qui a été intelligente au sens où elle n'était pas gérée par personne. Il n'y a pas de maison de disques qui gère la gastronomie moléculaire, donc toute seule, elle est gentiment rentrée dans le rang. Finalement, c'est une maturité assez lente, moi je trouve, dans la gastronomie, et qui n'est pas gérée par une structure ou un individu. Donc c'est assez là que cette industrie est très intéressante, c'est complètement distribué. Capillaire comme ça. Atomisé. On n'est pas tellement. Il y a pas de. Alors, il y a des chefs de file, mais il y a différents chefs de file. Surtout, c'est devenu très multipolaire. Et ça, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans la gastronomie. Qu'est-ce que tu définirais comme la partie la plus innovante aujourd'hui dans la gastronomie? C'est ce retour au local, c'est les food trucks? Mais en fait, la question, c'est qui arrive le mieux à raconter l'histoire. Parce que la cuisine nordique, tout le monde dit que c'est du local. Mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que la cuisine locale créée par René Redzepi, donc le chantre de la gastronomie nordique, le Noma, qui était restaurant numéro 1 dans le monde, eh bien, si vous calculez la distance entre le nord de la Norvège et le sud du Danemark, c'est comme jusqu'en Sicile. Donc eux, ils disent qu'ils font du local parce qu'ils prennent des lichens du sud du Danemark et puis des huîtres du nord de la Norvège, et c'est les pays nordiques, la Scandinavie. Et puis en fait, on est tous enchantés de voir cette localité extraordinaire qui a des centaines de milliers de kilomètres de distance. Mais comme personne ne se rend vraiment compte, on achète cette histoire. Dans un produit ou dans un... Moi, je viens du monde des services, les services digitaux. De toute façon, qu'il y a deux vies. Il y a la vie avant que ça soit découvert par la masse, où là, c'est cool, c'est un peu trendy, etc. Oui. Et que d'un seul coup, il y a un espèce de passage et que là, tous les gens qui étaient dessus assez tôt disent « Ouais, de toute façon, c'est nul, ils ont perdu leur âme, c'est commercial. » Et que c'est comme si le succès se faisait au détriment de l'authenticité. Est-ce que c'est une loi de la nature, ça? Mais on est constamment dans ces rééquilibrages de toute façon, parce que typiquement, tu prends le marché de la bière artisanale. Maintenant, en Suisse, on est fièrement les détenteurs du record du monde du nombre de brasseries artisanales par habitant. Comme les festivals. C'est génial. Je pense que nous avons vraiment de quoi être très fiers et qu'on pourrait l'utiliser dans la gastrodiplomatie de la Suisse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que typiquement, tu vois, dans la bière artisanale, on essaye plein de trucs hyper, des ovnis de la bière, etc. Aux États-Unis, ils ont beaucoup poussé, par exemple, sur des houblonnages assez forts, des IPA, etc. Ce que je vois maintenant, c'est que j'ai lu un article l'autre jour, à Stockholm, ce qui est hyper à la mode, c'est les bières à 2,5%, 3%, un peu style lager, juste facile à boire, que tu ne dois pas discuter pendant 1 heure avec ton pote, et puis qu'elle est juste hyper simple. Et là, il y a Dr Gabs qui a fait une bière qui s'appelle Soif, S-W-A-F, c'est une blonde, une bonne blonde. Et elle est artisanale, tu vois, c'est une bonne blonde suisse, c'est pas une blonde, c'est pas une Heineken, c'est une bonne blonde. Et en fait, les gens, ils sont tout contents d'avoir un truc, c'est comme quand tu arrives au Starbucks, triple cup, double latte, chai milk, thing, puis tu es là, mais un café. Ouais, mais ça, c'est une réaction à la complexité. Mais du coup, si tu veux, tu peux quand même trouver un peu d'artisanat dans ça, garder des paramètres de qualité, parce qu'après, l'authentique, c'est vrai que tu viens très vite sur cette authenticité, cette vérité, c'est quoi la vérité? Par contre, ce qu'on peut discuter, c'est des critères de qualité. Si tu veux, moi, une bonne bière artisanale, blonde, simple, sans chichi, locale, donc qui favorise par exemple du houblon et de l'orge locale, donc l'agriculture sur un réseau, dans une petite structure entrepreneuriale, génial. Tu vois, c'est que, moi je pense qu'on peut, mais authentique. Bon. Parce qu'aujourd'hui c'est cool d'être local, mais par exemple dans le monde de la musique, aujourd'hui j'imagine un synthé des années 80, c'est de l'électro authentique. Ouais. Et faire ça avec un MacBook Pro, c'est de l'électro pas authentique. Bon. Et du coup, les critères à partir desquels on va
le système de valeurs, la grille de lecture qu'on a pour juger si quelque chose d'authentique évolue aussi constamment. Et quoi de mieux que le monde de la musique où aujourd'hui, ce qu'on considère comme authentique n'est pas du tout la même. Je ne sais pas, quelqu'un qui mixe, c'est authentique parce qu'il n'appuie pas sur play. Il y a eu toute cette vague de clubs qui ont interdit les clés USB ou voilà, qui dit vous venez pas mixer. Mais il y a plein de clubs qui disent mais vous venez pas, en fait, si vous venez pas mixer avec des vrais vinyles, il y a plein de clubs, même à Lausanne, ça a été le cas. Hein. Tu as envie de dire, mais non, si tu mixes, c'est que tu communiques quelque chose à des gens, tu les fais danser, mais peu importe le support, finalement, c'est pas très intéressant. La différence peut-être avec la gastronomie, c'est que le genre musical, le style, a servi pendant longtemps à en fait créer ton identité, et ça a été une composante sociale pour créer des groupes. Il y avait des guerres entre genres, etc. Peut-être que dans la gastronomie, il n'y a pas tellement ça. Il y a des écoles. Il y a des écoles de pensée. Et ça, c'est ce qu'on disait. Tu viens de Zurich. C'est clair que toute la partie de la Suisse allemande, tout le monde regarde. Tous les cuisiniers suisses allemands que je connais, ils se sont formés en Allemagne, en Belgique ou dans les pays nordiques. Et du coup, typiquement, on a eu cette discussion sur le foie gras. Eux, ça ne les intéresse pas du tout, outre le fait que les Suisses allemands sont plus sensibles à la cause animale. Mais je dis dans le grand public. Mais typiquement, oui, mais voilà, eux, ça les... Et après, du coup, nous, on est plus influencés sur l'axe peut-être Lyon, Paris, Bruxelles, linguistiquement, culturellement, et gustativement. Il y a quand même des chapelles, il y a quand même des religions dans le monde de la... Et tu te réclames d'un certain chef qui... Tu vois, Bocuse, bon, on peut en discuter, mais si tu veux, pas tout le monde a chanté Bocuse. Il y a un mot qui sort beaucoup, c'est l'ubérisation. Alors c'est l'idée que d'un seul coup les amateurs peuvent faire concurrence avec les professionnels. Vous venez les deux de domaines qui ont été ubérisés il y a bien longtemps. Enfin la musique, j'entendais qu'aujourd'hui un laptop c'est l'équivalent de ce qu'avaient les Rolling Stones un studio à 10 millions, aujourd'hui c'est un laptop à 1000 francs. Donc en fait la technologie a tellement évolué, c'est la loi de Moore, que ça vaut absolument plus rien. Donc il n'y a plus de barrière à l'entrée avec le studio, avec la professionnalisation, etc. Donc tout le monde peut faire de la musique. Et dans la gastronomie, c'est l'exemple parfait que tout le monde peut cuisiner, faire chez lui ou chez elle. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée d'ubérisation, que d'un seul coup, quelque chose qui était avant protégé par une sorte de barrière à l'entrée technologique est possible à tout le monde? Comment est-ce qu'on survit à ça? C'est quoi Moi, je pense que c'est déjà une illusion. Parce qu'en fait, on pense à cette ubérisation parce qu'il y a eu la musique classique qui reste encore un domaine très académique, qui nécessite vraiment une connaissance et un matériel très onéreux. Un bluesman, il n'a jamais eu besoin que d'une guitare en fait, pour chanter, ou bien de ce qu'on appelait le bottleneck, c'est-à-dire tu tendais un fil et une bouteille, et puis en fait tu faisais de la musique comme ça. Donc la musique, elle est si tu veux, l'accès au studio après, il vient dans un deuxième temps quand la personne qui vient de n'importe où a conclu finalement un contrat avec une maison de disques. Mais ça, aujourd'hui, ça existe encore. Ce qui est important avec la musique, c'est qu'il faut comprendre que la musique, elle vient du peuple et qu'on l'a mise sur scène. Et donc c'est intéressant. Donc la musique, on en a fait une industrie. C'est quand même, voilà, si vous allez en Afrique, enfin je veux dire, les gens ne comprennent pas pourquoi vous ne dansez pas, vous ne chantez pas. Ici, on a honte de chanter ou de danser parce qu'on n'est pas une superstar. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend aucun musicien dire c'est dégueulasse, aujourd'hui tout le monde peut faire de la techno sur son laptop, alors qu'on entend ça dans mais parce que ça, il n'y a jamais eu parce que c'est la réalité de toujours. Il n'y a jamais eu de temps où en fait c'était pas possible. Je veux dire, à part Pink Floyd et je veux dire le prog rock où c'était vraiment des gars qui voulaient faire comme du classique, ou des gars comme Peter Gabriel qui avaient le moyen, ou Axl Rose. Mais voilà, les gens viennent de partout. C'est que des histoires d'autodidactes. Alors évidemment, il y a des fils des filles de. Il y a toujours eu ça et ça aide énormément. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Mais il y a toujours eu des gens qui venaient de partout. Ce qui change, c'est que simplement, on a accès à tout en même temps. Donc on a l'impression qu'il y a une ubérisation. Voilà, les gens peuvent en fait se mettre au même niveau. Il n'y a plus ce filtre en fait de la maison de disques, de la télévision, du clip vidéo, la validation, le clip vidéo super bien fait, voilà. Mais est-ce que, par exemple, un truc aussi qu'on a beaucoup dit dans les années 2000 et quelques, quand on faisait Lift, par exemple, c'était ce combat amateur-professionnel, où on disait les amateurs, c'est bon, vont casser la gueule aux professionnels, on n'a plus besoin des experts, on n'a plus besoin des professionnels. Bon. Et pourtant, on reste avec des grands chefs, avec... Mais ça, par exemple, les professionnels se sentent très menacés par les plateformes du style viseat.ch ou eatwith. Donc ces plateformes, genre tu peux aller manger chez un privé. Et souvent les professionnels ils me disent « mais ils n'ont pas la patente !»
Puis du coup, ils n'ont pas les règles d'hygiène. Mais c'est vrai. Non, mais il y a un petit peu une espèce de. Bon, en même temps, mais parce qu'effectivement, tu peux aller manger une fondue chez un privé avec Eat With. Alors même que alors il y a des barrières à l'entrée qui sont les patentes dans beaucoup de cantons, pas dans tous les cantons, c'est une des spécificités. Puis effectivement, ça coûte très cher, parce que même faire un food truck, malgré ce qu'on pense, ça coûte pas 5 000 francs. Donc la vraie mise en place d'une gastronomie experte et de qualité, elle est à la portée de tout le monde qui a un certain talent et une certaine. Il faut quand même investir du temps et de l'énergie et de l'argent pour arriver à quelque chose. Mais sinon, effectivement, il y a toutes ces plateformes de style Airbnb de l'alimentation qui sont un peu perçues comme une menace dans le milieu. Et c'est toujours la même guerre, c'est de dire moi je mets tant d'argent pour me payer une patente, j'ai investi tant pour me payer un local, puis il y a des pop-up et des trucs où ils payent rien, ils n'ont rien. Une autre question, sujet d'actualité sensible, mais c'est la place des femmes. Ça me fascine toujours. Avec Amy, on a 3 filles et c'est toujours étonnant de voir par exemple dans l'équitation, les amateurs c'est les femmes et les professionnels c'est les hommes. Dans la cuisine, couture. Et dans la cuisine c'est pareil, c'est énormément les femmes qui cuisinent au quotidien et les grands chefs sont en général que des mecs. Et qui d'ailleurs, dans la musique, c'est un peu pareil. D'où ça vient ça? Qu'est-ce que c'est cette... Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas dans la cuisine, tous les grands chefs te racontent qu'ils ont eu une grand-maman et une maman extraordinaire qui leur a appris à cuisiner, qu'ils ont tous des espèces de figures emblématiques. D'ailleurs, tu vois, tout est construit autour du discours de la terre-mère aussi. Parce que les femmes n'émergent pas dans ces positions déjà, la cuisine, elle a été construite beaucoup comme un système militaire. On parle de brigade. Il y a toujours eu énormément... je parlais avec le chef qui est à l'Élysée, qui disait que la première femme, elle vient d'arriver parce qu'à la base, c'était tous les gens qui faisaient leur service militaire qui allaient cuisiner à l'Élysée, par exemple. Donc, tu es vraiment dans un système hyper réglementé. Les horaires, la réalité. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait possible, par exemple, qu'il y ait un cuisinier qui cuisine un jour sur 2. Alors, ça demande des ajustements, ça demande des réflexions au niveau des salaires, ça demande... Mais en fait, on a l'idée que cuisiner, c'est bosser 200 heures par jour, 6 jours sur 7, et du coup, effectivement... il y a pas mal de femmes qui, au bout de quelques années, décident que ce n'est pas la vie qu'elles veulent et puis qu'elles ont envie de s'investir sur d'autres éléments. Donc il y a tout un aspect à la fois structurel. Les système, justement, les gens qui décident, et là tu parlais des filtres, que les gens qui tiennent un peu les clés filtrent aussi. Et après, dans les speakers, nous on a le problème dans la gastronomie, c'est que les speakers, dans les congrès internationaux de cuisine, je vous invite à regarder une photo du panel du Bocuse d'Or. Vous allez compter le nombre de femmes. Vous allez les compter, voilà. Alors, tu as parlé de ça la semaine dernière dans Pony Express, justement, de cette personne qui a étudié la musique, le filtrage de la musique par les hommes et ses conséquences sur ce qui sort, sur le marché. Oui, parce qu'évidemment, alors je n'ai pas d'explication de savoir pourquoi en fait les femmes sont moins présentes dans la musique, mais c'est simplement, il y a déjà une question. Moi, par exemple, je suis arrivée à la radio, je suis technicienne du son et réalisatrice radio. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier-là, en fait. Donc, il y a déjà en fait une image, une construction sociale qui fait que les femmes vont moins dans des métiers qui sont des métiers d'enregistrement, de production, etc. Après, on parle du business, c'est encore plus difficile. Donc, voilà, de facto, il y en a moins. J'aimerais dire une chose quand même très importante, c'est qu'à l'émergence du blues dans les années 20, les premières personnes à avoir du succès et à construire des empires, ce sont des femmes. Comme Bessie Smith, comme Ma Rainey, et c'est des femmes qui castagnent, elles crachent, elles sont homosexuelles, elles vont piocher là où c'est bien, elles renvoient les gars du Ku Klux Klan qui en fait les menacent de venir détruire leur show. Elles disent t'as qu'à venir vers moi et tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est un vrai parallèle qu'on peut faire avec le monde du business, pardon Alex, mais c'est que il y a vraiment deux poids, deux mesures et c'est intéressant, plus tu montes, plus ça se masculinise. Et souvent, il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est des domaines qui n'ont pas échappé à ça. Et souvent, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai eu des gens, par exemple, même le patron de Montreux, pendant une interview, je lui dis, alors qu'est-ce que vous pensez du fait de ces gens? Parce que chaque année, quand les programmes des festivals sortent, il y a forcément un article qui dit, il y a tel pourcentage de femmes, où sont les femmes, machin truc. Et moi, je pose souvent la question, alors les femmes, genre, qu'est-ce que vous faites? Ou bien, est-ce que vous pensez? Et il n'y a jamais de problème. Pour eux, c'est comme ça. Oui, mais c'est un problème qui va beaucoup plus loin. Elles ne pouvaient pas venir. Non, on te dit, mais il faut qu'elles prennent leur place. On te dit, il faut qu'elles prennent leur place. Merci beaucoup, Alessandra, Hélène. Merci à toi. Vous les applaudir. Merci à toutes les deux. J'espère que j'ai essayé de faire beaucoup de parallèles. Pour moi, il y en a tellement et c'est vraiment fascinant parce que c'était un peu la promesse que je voulais tenir avec cette soirée. Montrer qu'en fait, vous faites partie d'industries qui ont déjà
un peu fait cette mue-là et dans laquelle pas mal d'entre nous on est encore aujourd'hui. Et qu'en fait, il y a beaucoup à apprendre, à aller faire des parallèles avec vos mondes respectifs.